Hello les amis, nous sommes le mercredi 22 avril, il est midi 15, nous sommes toujours confinés et moi au travail. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Cela doit faire la 50e, je ne les compte plus, émission que je fais depuis le début de cette pandémie. Et comme vous le savez, de nombreux médecins m'écrivent, me suivent, me remercient de mon travail. Je leur rends bien et j'ai dû publier une centaine de leurs témoignages, soit par vidéo, soit sonore, soit écrit dans mes précédentes émissions. Depuis le début, je vous explique qu'il y a d'un côté les infos qui sont délivrées par les médias mainstream, qui veulent absolument les faire passer comme de véritables et vraies infos, alors que c'est nous, les médias amateurs. Je rappelle à mes nouveaux abonnés que je suis dirigeant d'entreprise dans le domaine des télécoms, que je fais des émissions bénévolement et gratuitement pendant mes temps de creux, voilà, entre midi et 2 là par exemple. Ainsi, sur ma chaîne, vous avez pu suivre en direct les actualités du monde entier, plus particulièrement de l'Italie, des États-Unis, de la France bien sûr, mais aussi à travers mes nombreux abonnés à d'autres pays à travers le monde. Sur ma chaîne, quand vous voyez une vidéo, 30 000 vues, c'est pas beaucoup. Je suis censuré sur YouTube, vous le savez. Je vous ai montré déjà dans mes vidéos que certaines émissions étant reprises par d'autres chaînes, ça monte à 300 000, 500 000 vues assez rapidement. Mais on va y revenir. Et c'est sur ma chaîne que vous avez appris, par exemple, ce que les médias mainstream ont été ensuite obligés de dire, mais après, hein, ou alors pas du tout encore. Je ne vais pas vous refaire ici tout le catalogue de ce que j'ai pu vous apprendre en premier sur ma chaîne. La liste serait bien trop longue, mais Internet a de la mémoire, vous pouvez tout retrouver. Et prenons juste un exemple, parce que aujourd'hui, en ayant été chez le buraliste acheter le canard enchaîné, j'ai trouvé cet article. Une circulaire du ministère de la Santé aurait-elle conduit à une aggravation du bilan de l'épidémie pour les patients les plus âgés? C'est la question que du bout des lèvres se posent certains professionnels. Daté du 19 mars, le document suggérait de limiter fortement l'admission en réanimation des personnes les plus fragiles, motivé par le souci de nombreux médecins d'éviter l'acharnement thérapeutique et les souffrances inutiles, comme par la crainte de manquer de lits pour les malades plus jeunes. Ce conseil semble avoir été appliqué de manière un peu trop systématique. Un tableau de bord de l'Assistance publique de Paris nourrit les soupçons. Le 21 mars, juste après la sortie de la circulaire, 19% des patients placés en réanimation étaient âgés de plus de 75 ans. Le 5 avril, au plus fort de l'épidémie, il n'était plus que 7%. Pour les plus de 80 ans, l'évolution est plus frappante encore. En 15 jours, le taux est passé de 9 à 2%. Dans le même temps, l'épidémie a explosé dans ces tranches d'âge élevées. Les octogénaires représentent plus de la moitié du total des décès. Même constat dans le Grand Est, la proportion de personnes âgées mises en réa est restée bien plus faible dans le Haut-Rhin, l'un des départements les plus touchés, où les places en hôpital étaient rares, que dans les Ardennes, où les services d'urgence n'ont pas été débordés. Cette situation a été observée particulièrement dans les EHPAD privés qui en moyenne fonctionnent avec 20% de personnel en moins que les établissements publics. Qu'on se rassure, les actionnaires, eux, sont bien soignés. Donc cette info, je vous l'avais donnée en exclusivité sur ma chaîne, mais il y a longtemps, hein, pas aujourd'hui. Le canard, vous êtes un peu en retard les gars, vous devriez vous abonner à ma chaîne, vous auriez des scoops. Surtout ensuite, l'autorisation signée le 31 mars par le Premier ministre et le ministre de la Santé d'injecter du Rivotril à ces patients. Là, c'était Radio Shalom et le docteur Hardy qui avaient été les premiers à s'en étonner et offusquer. De plus, sur ma chaîne, je ne cesse de mettre l'accent sur plein de choses très bizarres, mais factuelles, comme la différence du nombre de morts en Allemagne par rapport à la France, et en vous expliquant pourquoi dans les émissions que je fais. Donc regardez, ça c'est le tableau à hier. Nous avons en haut
À gauche, la France, il y a eu, depuis le début de la pandémie, 20 796 morts. Il y en a eu 5 086 morts en Allemagne, alors que c'est un pays beaucoup plus peuplé. Et vous avez le ratio à droite, nombre de décès par 1 million d'habitants, 319 en France, 61 en Allemagne. Comment expliquer cette différence avec des pays frontaliers? On voit quand même que 4 pays se dégagent, pardon. L'Espagne, l'Italie, la France et la Belgique en ce qui concerne le nombre de morts par million d'habitants. Et donc je vous ai donné les explications. En Allemagne, dans mes émissions, on traite, on soigne, on ne fait pas des recherches. On utilise par exemple la vitamine C en intraveineuse, qui fonctionne à merveille. On utilise l'ozonothérapie, qui fonctionne à merveille. On utilise les antibiotiques, qui fonctionnent à merveille. Donc, il faudra aussi nous expliquer ça, mis à part nous donner des journalistes sur les plateaux télé qui nous disent que le virus allemand est différent du virus français. Oh purée, alors là, ça c'est le summum, quoi. C'est le summum de la bêtise humaine et ça passe sur les plateaux. Hein, c'est un peu comme le nuage de Tchernobyl, il s'est arrêté à la frontière du Rhin. Stop, passez pas, vous n'avez pas vos papiers. Et on en profite sur ce tableau pour regarder la situation de la Corée du Sud, tout en bas, parce que je vous rappelle que c'est quand même été le premier pays touché après la Chine. Hein. Donc ils ont eu beaucoup, ça a très vite monté jusqu'à 7000 cas, mais regardez, à aujourd'hui, ils ont 10 683 cas. En France, il y en a 158 000. 15 fois plus. Et la Sud-Corée, c'est un pays de 52 millions d'habitants. Ils ont eu plus 9 cas hier, et ils ont eu un total de décès de 237. Donc ce qui fait par million d'habitants, 5. 5. Alors vous pouvez m'expliquer pourquoi la Corée du Sud a 5 morts par million d'habitants par rapport à la France? Tout simplement parce qu'ils ont mis en place les méthodes que le docteur Raoult préconise depuis le début. Confinement inutile, tester. T'es positif, on traite, négatif, tu travailles, et on teste et on traite efficacement. Vu le nombre de morts, je ne pense pas qu'ils en sont encore à attendre le résultat de recherches qui ne viennent pas. Hein. La pandémie va bientôt se finir, comme le dit le professeur Raoult, et on attend le résultat des recherches. Mais ça n'inquiète aucun journaliste. Professeur Didier Raoult, où en est-on dans l'évolution de l'épidémie à Marseille? Pensez-vous qu'elle va se poursuivre dans les prochaines semaines? Nous, les données, moi je vous confirme les données que nous avons, hein, c'est-à-dire que on a une diminution maintenant constante du nombre de cas diagnostiqués, mais aussi du nombre de cas hospitalisés en réanimation. Le nombre de morts sera un peu plus long parce que les gens meurent souvent plus d'un mois après avoir été infectés, donc tout ça n'a pas exactement le même rythme. On a les mêmes données dans la région PACA, plus ou moins décalées, on a les mêmes données en France, on a les mêmes données dans la plupart des pays d'Europe, on a les mêmes données en Amérique du Nord, donc on est sur une vague descendante. Encore une fois, moi je ne prédis pas l'avenir. Si les choses continuent comme ça, on a bien l'impression que ce qui était une des possibilités de cette maladie, c'est-à-dire une maladie saisonnière, est en train de se réaliser et qu'il est possible que d'ici un mois, il n'y ait plus de cas du tout dans la plupart des pays tempérés. Donc c'est possible, c'est une des possibilités qui n'est pas négligeable et qui va amener à une vraie réflexion, qui est une réflexion de fond, qui suscite des débats d'une intensité et d'une violence que je n'ai jamais soupçonné. Et pas qu'ici, mais dans le monde, on a des réactions très très violentes, hein, qui montrent que l'arrivée d'une maladie nouvelle aiguë est quelque chose à quoi l'ensemble des pays riches n'est pas prête. C'est-à-dire que quand on voit une maladie comme celle-là, le temps qu'il faut pour traiter ça est très court. Et si on commence à faire des études qui se terminent ici, quand il n'y a plus de maladie, ça veut dire qu'on ne peut pas lutter contre la maladie du tout. Donc là, la question, c'était, est-ce qu'on doit traiter cette maladie ou est-ce qu'on doit faire des essais? Et donc nous, on a fait le choix de traiter la maladie, on a eu des réactions d'une violence inouïe, mais on n'avait pas le choix. Si on voulait traiter cette maladie, il fallait prendre ce qui était disponible, ce qui était logique, c'est-à-dire des médicaments qui montrent contre le virus, qui marchent contre le virus, qui sont les médicaments les plus utilisés du monde, les moins dangereux du monde. Et ça a levé des grandes folies de trouver que le médicament le plus prescrit de l'histoire de l'humanité était un médicament dangereux. Si on sait comment tout ça sort, une étude qui a été faite sur 1 million de personnes qui prennent ça
pour une polyarthrite rhumatoïde où il n'y a pas d'inconvénient, sauf après 2 ou 3 ans, les gens commencent à avoir des problèmes oculaires, mais pendant 10 jours, c'est inimaginable. L'azithromycine, c'est le traitement le plus utilisé au monde comme antibiotique dans les infections respiratoires. Tout ça de prendre deux médicaments aussi simples que ça pour traiter quelque chose qui est une pneumonie, ça tombe sous le sens. Sauf si on ne veut pas les traiter en attendant d'avoir des essais pour voir si on peut avoir des molécules. Et c'est très intéressant parce que la première qui a été utilisée, l'opinavir, on a vu très vite que ça ne servait à rien du tout. Donc c'est une des branches de l'essai qui avait été fait en Europe. Quant à l'autre, le remdesivir, elle n'est pas manufacturée, c'est-à-dire et elle est très très toxique. Donc de toute manière, elle n'aura pas sa place dans une maladie comme ça, dans 90% des cas qui sont des pnéumopathies habituelles. Et donc on finit par se demander si c'est pas un médicament virtuel, comme vous savez qu'il y avait un restaurant à Londres qui n'existait pas, et des farceurs ont commencé à cliquer sur TripAdvisor. Et au bout de 6 mois, c'est devenu le restaurant numéro 1 de tout Londres. Donc ça veut dire qu'on peut faire croire à toute la population londonienne que le meilleur restaurant est simplement un restaurant qui n'existe pas. Donc il faut se faire attention à l'information, son traitement. Je ne crois pas que là, pour le remdesivir, ce soit des farceurs. Je pense qu'il y a des milliards qui se sont échangés autour de l'action de Gilead. Au fur et à mesure qu'on disait que ça allait marcher ou que ça n'allait pas marcher, il y a eu des hauts et des bas qui portent sur des milliards, si vous voulez, sur un médicament dont la chance qu'on l'utilise dans une maladie de cette nature-là est extrêmement faible, d'autant que la partie dangereuse de la maladie est une partie qui n'est plus virologique, mais essentiellement une partie immunologique, de réponse de l'autre, qui est trop violente et qui explique ça. Donc il y a une vraie question là, mais en tout cas, cette cinétique, si elle se confirme, montrera que où il fallait commencer à décider de traiter comme une pneumonie avec les médicaments dont on sait qu'ils sont sûrs et qu'ils marchent au laboratoire contre ces virus, qui était le bon sens, où on décidait qu'on ne traitait pas en attendant des résultats d'essais qui arriveront après la bataille. Donc c'est une vraie question. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup moins de critiques sur l'essai qui a été publié sur le remdesivir, qui est un traité qui est à simple branche, qui n'est comparé à rien du tout, et qui a été publié dans le New England Journal of Medicine, et tout le monde dit, regardez, vous voyez, ça marche, alors qu'on rapporte 60% d'effets secondaires, avec un médicament qui est effectivement très mal toléré. Donc il y a une vraie question, c'est est-ce que les pays, et c'est pas nous, tous les pays riches et tous les pays développés ont eu des succès beaucoup moins importants que les pays pauvres, qui eux, assez raisonnablement, ont choisi de traiter ça comme une pneumonie avec des médicaments banals et qui ne coûtaient rien, et qui ont du coup des mortalités beaucoup plus faibles. Et dans les 15 pays qui ont la plus forte mortalité, ça n'est que des pays riches. Donc c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion actuellement entre la richesse et la capacité à répondre à des situations de cet ordre-là. Donc là, c'est qui parle? C'est, avant cette pandémie, l'un des 2 meilleurs infectiologues, virologues au monde, reconnus mondialement. Il dit des choses simples, mais il dit des choses très fortes aussi. Attention, hein. Il dit qu'ils avaient 2 choix à faire. Ils sont en face d'une maladie. Ils traitent ou ils attendent les résultats des recherches. Je ne sais pas, si vous êtes malade et si vous allez chez le médecin et vous dites « Ah, il faut qu'on fasse des recherches », que vous mourrez, dites « C'est quoi? C'est la médecine ?» Non. Donc ce que comprennent tous les médecins généralistes qui me suivent, et d'autres médecins aussi d'hôpitaux, qui disent, bah oui, nous, notre métier, c'est le serment d'Hippocrate, quelqu'un est malade, on doit trouver à le soigner, non pas à attendre les résultats des recherches. Donc ici en France, et dans d'autres pays, est arrivée une mode, faisons des recherches. On a vu quoi? On a vu que l'OMS, comme d'habitude, a dit que le remdesivir, un médicament qui appartient à Gilead, qui a une capitalisation boursière de plus de 90 milliards de dollars, a dit que ça allait être le médicament miracle. Il faut toujours regarder la finance aussi. L'action a pris presque 20%. 20% de 90 milliards, je vous laisse calculer un petit peu ce que ça fait, l'argent qui est en jeu. Or, ce médicament ne marche pas. Ne marche pas et a 60 effets négatifs. Mais l'OMS continue à dire que c'est le remdesivir qu'il faut prendre. La pandémie se termine et on cherche les effets secondaires de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine qui sont connus, comme le dit le professeur Raoult, c'est pas moi qui le dis, depuis des lustres et dont on connaît parfaitement tous les effets secondaires. Donc s'il y a un journaliste qui est juste un esprit de journaliste, que cette situation n'interroge pas,
Je pense qu'il est temps qu'il change de métier. De plus, il y avait aussi, le professeur Raoult dit que le lopinavir, un autre antiviral qui avait été tout de suite mis en avant, dont le gouvernement, dans ses fameuses études, ne marchait pas. Le professeur Raoult qui avait dit qu'il fallait de suite associer l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine. Le gouvernement d'abord a autorisé pendant 24 heures ce traitement à des personnes déjà atteintes, alors que le professeur Raoult disait qu'il fallait le faire avant, et ensuite en retirant l'antibiotique. Vous avez tous compris maintenant, d'après ce qu'il dit, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de charge virale, c'est le professeur Raoult toujours qui le dit, et donc traiter, et qu'après c'est bactérien. Ok, ça je vous ai aussi expliqué hier, et on commence déjà aussi à dire que c'est des fake news alors que c'est la réalité, c'est pas moi qui le dis, hein. Tout ce que je dis c'est pas Sylvain Autre qui le dit, je l'écoute de centaines de médecins qui m'écrivent, d'accord, j'écoute pas des professeurs payés par les labos, et donc eux ça marche, donc la pandémie va se terminer, parce que c'est comme ça, c'est ainsi, et on aura les résultats des recherches. Et eux pendant ce temps-là, les médias, devant cette situation qui est un petit peu compromettante pour eux, parce que maintenant tout le monde sait qu'ils ont descendu le professeur Raoult partout, ils ont promu des médecins qui sont passés sur leur plateau télé, dont on a démontré après leur relation avec les labos qui les payaient grassement. Je vous ai montré les articles de Marianne, les articles de Mediapart, 1,36 milliard distribués à ces médecins par Big Pharma pour dire le bien de leurs médicaments. Et donc là maintenant ils sont un petit peu pris au piège, et donc ils organisent la contre-attaque, parce que moi j'ai fait une vidéo qui a eu beaucoup de vues, uniquement sur ma chaîne 1,2 million de vues. Cette vidéo expliquait la problématique d'un urgentiste américain qui ne comprenait pas quand il intubait, l'explication d'un professeur italien, et le traitement trouvé du docteur Sabine Pagliar-Franco, qui était un petit peu différent de celui du professeur Raoult. Au lieu d'associer l'hydroxychloroquine avec un antibiotique, elle mettait 2 antibiotiques différents, et ça marchait, ça fonctionnait. Plein de médecins m'ont écrit en disant mais oui, alors les médecins m'ont dit bah oui, mais nous on fait déjà ça, tu nous apprends rien. J'ai dit ah, super, mais il faut le dire. D'autres médecins qui m'ont dit mais pourquoi, oui, pourquoi, on le sait pas. Et encore avant-hier, je vous ai mis une vidéo où une soignante qui était en train d'appeler une amie et elle lui a laissé un message sur WhatsApp, lui dit « Mais attends, j'étais en train de repasser, c'était juste extraordinaire, comment ça se fait que je ne suis pas au courant ?» Ça explique tout, ça explique ci, ça. Donc on explique tout, et là donc maintenant ils sont un petit peu échec et mat, et donc il ne faut pas que ça se sache, il ne faut pas que ça se sache. Moi, il y avait Hanouna là qui voulait se foutre de la gueule des complotistes, donc moi j'étais étonné d'être invité dans son émission, et évidemment il n'y a pas que moi, hein, mais il y avait quand même un petit peu des gens sérieux dedans, et qui n'avaient pas la tête de complotistes, donc c'est vrai que quand on voyait le titre de l'émission, on s'est dit waouh, pourquoi il m'appelle moi? Bon, l'émission a été annulée le jour même. Ah, j'ai pas envie de faire une émission sur les complots. Ouais. Le risque, c'était quoi? Le risque, c'était que les gens écoutent, et que parmi ceux qui écoutaient, il y en a qui se disent « Mais attends, mais ce qu'ils racontent, eux, ça a l'air de tenir debout, puisque c'est que des faits. » Ah oui, je rappelle, toutes mes émissions sont sourcées, tout ce que je dis, je mets les sources. Quand il n'y en a pas, c'est qu'il faut aller les chercher dans les autres émissions. Je ne vais pas remettre tous les liens de toutes mes émissions à chaque fois. Et donc, l'attaque pour moi a commencé hier soir, d'une manière assez coordonnée. Ça a commencé sur RTL, chez Thomas Soto. Je vous fais écouter. Des complotistes en chambre qui inondent Internet de vidéos sur l'épidémie. Voilà, ce qui est très frappant, hein, Thomas, dans ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que avant, une rumeur circulait sans qu'on sache vraiment d'où elle venait. Avec le Covid-19, on a vu apparaître toutes sortes d'individus qui se mettent en scène pour révéler la vérité cachée sur la maladie. Alors, leur point commun, ils font des vidéos chez eux, face caméra, parfois c'est très long. Ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent, mais ça fait des millions de vues. Alors je crois que vous avez classé tout ça en catégorie, en famille, hein. C'est ça, il y a plusieurs familles. D'abord, il y a ceux qui lisent sur Internet beaucoup de choses sur la maladie, et il faut être honnête, ils comprennent pas tout. Mais au lieu de chercher des réponses, ils se disent immédiatement, on me cache quelque chose, et ils veulent le révéler dans une vidéo. Écoutez ce que ça donne par exemple. Je vous propose de remonter les faits, et rien que les faits.
Vous allez voir qu'il y a des choses un peu étranges, un peu troublantes. Mes sources ont été prises sur Internet. Ah oui, bah quand ça part comme ça, c'est plutôt mauvais signe en général, hein. Voilà, et inutile de vous dire que ça continue de la même manière. Derrière, il n'y a rien, hein, pas de preuves, pas d'analyse, rien du tout. Alors, dans le même genre, vous avez ceux qui vont encore plus loin et qui font des sortes de mini-émissions, carrément, dans leur bureau ou leur salon. Alors, ils branchent leur webcam, ils se mettent à parler tout seuls. Hello les amis, toujours au boulot, je fais ma petite pause pour vous faire un coucou, une petite émission. J'annonce beaucoup de choses en avance, c'est pas non plus un exercice divinatoire, c'est juste un peu d'analyse, de recherche et de logique. Voilà, alors pour vous dire un truc Thomas, hein, cette vidéo par exemple, c'est un monologue qui dure 55 minutes. Quand même 55 minutes, et qu'est-ce qu'il raconte pendant presque une heure? Alors le mécanisme en fait c'est toujours le même. On empile des arguments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ça a un nom, hein. Ça s'appelle faire un millefeuille argumentatif. Et au bout du compte, ben, vous n'y comprenez plus rien. Il y a tellement de questions sans réponse que vous finissez par vous dire, il y a quand même quelque chose de louche là-dessous. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a des arrière-pensées politiques, par exemple, derrière ces démonstrations, entre guillemets, sur Internet? Parfois. On retrouve d'ailleurs certaines de ces vidéos faites à la maison, hein, comme on peut dire, dans ce qui s'appelle la patriosphère. Bon, clairement, à l'extrême droite. Alors eux, ils vont encore plus loin. Ils hurlent au scandale d'État, ils appellent carrément à la résistance. Écoutez. La résistance, c'est de dire non. Non, ça suffit. Ça suffit, nous ne serons pas confinés en juin, juillet et août. Ça suffit de dire non au traitement du professeur Raoult. Mais attendez Jean-Bernard, pourquoi, alors que les scientifiques sont remplis de doutes et qui n'arrêtent pas de dire sur certains points on ne sait pas, pourquoi tous ces gens qui ne sont pas scientifiques affirment avoir tout compris de l'épidémie? Eh bien Thomas, à cause d'un phénomène, parce qu'ils disent. Mais complètement. Et alors là, c'est un phénomène qui est bien connu en psychologie, et qui dit en gros ceci. On a souvent une fâcheuse tendance à surestimer ses connaissances, ses compétences dans un domaine. Pour résumer, à se prendre rapidement pour un expert après avoir lu seulement 3 articles. C'est exactement ce qui se passe ici. Je vais vous faire sourire. Il y a quelqu'un qui a très très bien résumé ça dans un sketch. C'est Coluche. L'intelligence, c'est la chose la mieux répartie chez les hommes, parce que, quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge, hein. Voilà. Alors bon, on rit, c'est plutôt très bien dit. Bon, ce qui compte là, c'est surtout de ne pas relayer ces vidéos qui sont faites par des gens qui, encore une fois, n'y connaissent absolument rien, qui mélangent tout, même si elles ont l'air séduisantes. Le message est passé comme chaque soir avec le journal des fake news du Covid-19 et Jean-Bernard Schmitt, le cofondateur de Spicy. Merci beaucoup Jean-Bernard. Eh ben voilà, maintenant on sait, il vient de l'avouer. Il ne comprend pas. Il regarde mes vidéos et ne comprend pas. Donc, hier soir, quand plusieurs d'entre vous m'ont écrit en disant que je passais sur RTL, dans une émission que je ne connaissais absolument pas, parce que, bien évidemment, je n'écoute pas la radio et ne regarde pas ce genre de médias, évidemment, comment vous avez fait pour me reconnaître? À cause de mon « Hello les amis !» Hello les amis, c'est signé Sylvano Trotta. Hein. Donc d'abord, vous avez vu un petit peu comment ils font là? Ils me mettent au centre. Hein. Donc... D'abord, il dit ils veulent me mélanger aux autres. Ça, c'est des points marketing. Ah, le Jean-Bernard Schmitt, là. Je pense que tu penses vraiment avoir affaire à des idiots, quoi, qui connaissent rien. Mon pauvre ami. Donc, il me mélange aux autres. Il dit qu'on se met en scène. Hein, qu'on a des points communs. Donc, comme ça, moi, je suis pris dans la même soupe que les 2 autres exemples qu'il me met. Et que l'on n'a aucune preuve. Ils ne comprennent pas tout. Ah, ça c'est la phrase qui tue. Donc eux, c'est les sachants, hein, contre les incultes. Eux savent, et nous, on ne sait rien. C'est fou ça. Je savais pas que les études de journalistes menaient à savoir. Et nous, à ne pas savoir. C'est bizarre. Donc ils commencent par prendre un exemple, évidemment. Alors là, je vous le dis tout le temps, moi sur le net, vous avez tout. Hein. D'un côté, vous avez les médias qui vous racontent des conneries style eux. De l'autre côté, vous avez les purs... théorie de la conspiration, je vous le dis assez souvent. Donc il en a choisi un avec une musique un petit peu mystérieuse qui dit qu'il prend ses sources sur Internet. Donc s'auto est éclaté de rire. Hein, et donc l'autre il continue. Et maintenant il y a ceux qui vont encore plus loin. C'est-à-dire que je suis encore plus nul que ça, quoi, hein, vous voyez. Hein, et il va me mettre en tête des nuls.
Et donc il met mon signe de reconnaissance, et les amis, et puis il met une phrase, évidemment, qui est sortie de son contexte divinatoire. Et justement, dans cette émission, je disais que je ne fais aucun exercice divinatoire, que tout est sourcé, que vous pouvez trouver toutes mes sources. Donc l'émission de 55 minutes, moi j'en ai trouvé qu'une, hein. C'est drôle, il y a marqué « éteindre sa télé ». Et donc il y a les sources, oui, les sources, c'est pas des sources divinatoires, statistiques, EHPAD, voilà. Et donc il continue, il empile des arguments qui n'ont rien à voir. Ah ben voilà, donc vous êtes heureux, mes abonnés, de savoir que j'empile des arguments qui n'ont rien à voir avec eux. Donc vous êtes aussi crétin que moi à m'écouter, hein. Donc il dit que ça a un nom, parce qu'il faut toujours donner des noms scientifiques. Je vous explique cette méthode, je vous l'explique très bien dans Notre-Dame de la désinformation, que je vous conseille de regarder pour comprendre les ficelles de ces journalistes mainstream. Donc le millefeuille argumentatif, c'est-à-dire que lui, il sait ce que je suis en train de faire, quoi. Et que même moi, je ne m'en rends pas compte. Et après, on me plonge avec l'extrême droite. Bon, bien que l'exemple qu'il prend après semble être un papy qui en a marre d'être confiné, quoi, qui n'a pas envie d'être confiné au mois de juillet, au mois d'août. Et donc, qui dit qu'il veut prendre le remède du docteur Raoult. Et là, Soto qui dit, mais comment les scientifiques sont encore remplis de doutes, comment lui ose dire ça? Ah, là, il dit, c'est un phénomène psychologique, c'est des gens qui surestiment leurs connaissances. Donc, ce qui veut dire que lui, il est encore plus fort que le professeur Raoult. C'est-à-dire qu'il est plus fort qu'un virologue et un infectiologue. Hein? Donc, en fait, il ne s'applique pas à lui-même ce qu'il nous reproche à nous. Lui décide que, Soto et ce type-là, là, décide que le professeur Raoult n'est pas bon, alors que c'est numéro 1 ou 2, classé, hein, ils ont un classement, ces gens-là, hein, reconnus mondialement, ils sont plus forts qu'eux, mais nous, on n'a pas le droit. Et alors là, c'est pour ça que je dédie cette émission à Coluche, parce que le pauvre, hier soir, il a dû se retourner dans sa tombe, il prend en exemple Coluche, quoi. Et ben, ça, il faut le faire quand même, hein, il faut le faire. Et donc le message final, ne surtout pas relayer, quoi. Hein. Ne surtout pas relayer, parce que ce sont des âneries. Vous avez vu? Donc hier soir, je voulais pas trop m'en faire, hein. Je fais un petit email, hein, rapide. Ben, moi, quand on me cite, parce que vous m'avez reconnu, donc je veux un droit de réponse. Et moi, je l'invite, Jean-Bernard Schmitt, hein, vu que je suis un crétin, un mec dans mon salon, dans son bureau, qui allume sa webcam. Je l'invite, en direct même, ou je vais chez Thomas Soto, en direct, et puis il peut rajouter, parce que là, Jean-Bernard Schmitt, il va pas tenir longtemps, hein. Donc il peut rajouter des professeurs payés par Big Pharma, ça ne me gêne pas du tout, je viendrai avec grand plaisir, à mes frais, et pas de souci, hein. Si jamais après vous me dites, vous avez des problèmes de sous, non, je viens avec à mes frais. Et donc, ce matin, rafale de messages. Sylvano, tu es sur France 2. Sylvano, tu es sur France Info. Tu es partout. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce que je peux un petit peu travailler aujourd'hui? Donc, oui, on va regarder ce qu'ils disent. Alors, je ne les ai pas toutes regardées. Hein. France 2, je n'ai pas regardé. Je ne sais pas si c'est la même chose. Je vous mets juste France Info, ça suffira. Hein. Cette vidéo a fait plus d'1 million de vues en une semaine. À en croire ce youtubeur, les anti-inflammatoires et les antibiotiques seraient les traitements contre le Covid-19. On doit sortir de ce confinement. On a un traitement qui marche. On a des explications qui sont tout à fait logiques. Mais attention, c'est très dangereux de le présenter comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Le youtubeur cite 2 sources différentes. Premièrement, le docteur Sandro Giannini, médecin orthopédiste à l'université de Bologne. Ce médecin a constaté chez ses patients Covid un phénomène d'inflammation qui entraînait une thromboembolie pulmonaire mortelle. C'est-à-dire que des caillots de sang se forment dans les veines, puis ils migrent pour aller obstruer les poumons, d'où le manque d'oxygène. En effet, l'ensemble des chercheurs et des médecins a constaté que la maladie du Covid-19 n'était pas juste une maladie respiratoire, et qu'elle pouvait aussi provoquer une inflammation attaquant entre autres le système cardiovasculaire. C'est pourquoi le docteur Giannini préconise l'usage d'anti-inflammatoires. Mais faut-il pour autant en prendre à tout va? Eh bien non. Il ne faut surtout pas prendre d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, la famille de l'ibuprofène, du kétoprophène, de l'Advil, du Nurofen, etc., qui sont en vente libre, et quelque chose qui est dangereux, quelle que soit l'infection virale, et c'est également vrai actuellement. Mais pourquoi? Parce que ça risque d'aggraver la maladie. La première semaine, le virus prolifère. Notre corps se défend avec une réaction immune naturelle, qui pourrait être empêchée si l'on prenait des anti-inflammatoires. Passé cette semaine, certains malades, pas tous, peuvent entrer dans une deuxième phase plus problématique, celle de l'orage inflammatoire. Et c'est là qu'il faut calmer cette réaction.
Et justement, une équipe de chercheurs de l'APHP et de l'INSERM est en train d'étudier quels médicaments pourraient être efficaces contre cette inflammation. Ça s'appelle l'étude Core Immuno 19 et on aura bientôt les résultats. Donc patience. Autre point apporté par le youtubeur, les antibiotiques. Ils sont déjà prescrits sur certains malades du Covid en France. Mais dans sa vidéo, il évoque une combinaison spécifique utilisée par une médecin iséroise. Et son fils en vante les résultats dans une publication devenue virale. Et ici, le traitement miracle, ce n'était pas la chloroquine dont on n'arrête pas de parler. Et si c'était le macrolide, donné à la fois par le professeur Raoult, par ma mère et divers autres praticiens avec les mêmes excellents résultats. En fait, cet homme fait référence à l'azithromycine, un antibiotique utilisé pour soigner des maladies respiratoires. Mais voilà, aucune étude ne confirme l'efficacité ou non des antibiotiques sur le Covid-19. C'est du bon sens d'essayer d'utiliser les antibiotiques. Moi, je serais bien en peine de donner des résultats par rapport à l'azithromycine parce qu'on n'en sait rien. Ce qui est dangereux, par contre, ce serait de dire que l'azithromycine en tant que telle est un médicament qui puisse guérir les patients atteints de Covid, comme c'est sous-entendu à la fin de la vidéo. Malheureusement, ça n'est pas vrai. D'ailleurs, la combinaison de la médecin iséroise avait été utilisée comme traitement à la Pitié-Salpêtrière au début de l'épidémie. Eh bien, aucune guérison spontanée n'a été constatée. Conclusion, il n'y a toujours pas de traitement miracle scientifiquement prouvé contre le Covid-19. Alors, ne vous automédiquez pas, ne suivez pas de traitement glané sur les réseaux sociaux et demandez conseil à votre médecin généraliste. Alors celle-là, elle est énorme. Celle-là, elle est énorme. Donc elle est sauvegardée. Elle est déjà envoyée à mes avocats. Parce que je pense qu'il y a une plainte à apporter. Pas pour moi, hein, pas pour moi. Mais pour les mensonges qui y sont dits. Du reste, je ne sais pas si vous avez vu, mais le docteur, là, il n'avait pas l'air très bien. Donc elle dit, à en croire un youtubeur. Donc là, je suis un youtubeur. Bah oui, je ne suis pas médecin, c'est sûr. Les antibiotiques seraient le traitement. Elle dit, pourtant, c'est très dangereux. Elle dit, selon 2 sources dans une vidéo, ma fameuse vidéo, en fait il y en a 3, elle en a oublié le 3e, c'est marrant ça. Hein. Donc elle parle de Sandro Giannini, qui, moi j'ai jamais dit qu'il fallait prendre de l'ibuprofène, du Nurofen, je prends jamais rien. Donc, par contre, et donc elle dit qu'ils sont en train, l'INSERM est en train d'étudier quel médicament pourrait être efficace. Et elle m'apprend qu'il y a une nouvelle étude qui s'appelle Core Immuno 19. Je ne sais pas combien d'études il y a. Hein, je le dis tout à l'heure, professeur Raoult, la pandémie va être finie. Je crois qu'on aura payé, je ne sais pas combien de milliards, je ne sais pas combien d'études en France. Mais c'est affolant, quoi. On est le 22 avril, là. Et ils sont encore en train de faire des études. Mais les gens qui meurent, et les gens qui sont morts, vous en faites quoi? Enfin, vous les traitez comment? C'est la question que je me pose. Et donc elle dit qu'il faut, avec le sourire, hein, on va bientôt avoir les résultats. Encore un peu de patience. Ah oui, mais il est en train... Non, un peu de patience. Hein, on cherche, donc s'il te plaît, ne nous dérange pas. Et elle dit que aucune étude ne confirme l'efficacité de l'azithromycine. Ah, punaise. Aucune étude ne confirme. Un médicament, l'azithromycine. Vous avez retenu là? Elle a dit ça. Hein. Bien. Le toubib qui répond, un peu gêné. Ben, en fait, ça serait le bon sens de prendre de cet antibiotique, mais je serais bien en peine de donner les résultats. Attends, t'es toubib, t'as fait quoi? T'as pas encore testé l'azithromycine depuis le début de la pandémie? T'as soigné personne? Tu connais pas le résultat? Parce que moi, j'ai sur ma chaîne, si tu veux, il y a une centaine de médecins qui disent qu'ils ont pris des antibiotiques et les résultats ont été spectaculaires. D'ailleurs, sur vos plateaux télé, tout le monde, je sais pas combien de journalistes, de médecins, d'hommes politiques et de femmes politiques disent ils ont pris le traitement de Didier Raoult, hydroxychloroquine, azithromycine, ils étaient mal comme un chien, le lendemain ils étaient en pleine forme. Et toi, tu n'as soigné personne, tu n'as donné de l'azithromycine à personne. D'accord. Et alors après, on cite le traitement du docteur Sabine Pallière-Franco, que beaucoup utilisent. Elle dit que ça a été utilisé à la Pitié-Salpêtrière et que cela ne marche pas, dès le début de l'infection, et que cela ne marche pas. Il n'y a pas eu de guérison spontanée. Alors je ne sais pas ce que cache l'adjectif spontané, c'est-à-dire que spontané, c'est pas spontané, hein, c'est pas une création ex nihilo. Elle dit, faites confiance à votre médecin généraliste, ne vous auto-médicamentez pas. Bon, alors ça, l'automédication, je vous ai toujours dit, ne prenez rien. Le mieux, c'est de prendre rien. Moi, je prends rien. Je vous ai toujours dit que de toute façon, même si j'avais le Covid, d'ailleurs, je pense l'avoir eu, certainement, comme ici en Alsace, 75% de la population, ce qui me paraît évident, je prendrai rien, d'accord? Donc, et le problème, c'est que, coucou la journaliste, là, les médecins généralistes, ils prescrivent des antibiotiques. Tu peux regarder sur ma chaîne, tu vas en trouver une centaine. D'accord?
Donc soit ces généralistes, tous ces généralistes mentent, soit la pitié salpêtrière ment. Mais il ne peut pas y avoir quelqu'un qui dit que ça ne marche pas, et des centaines de médecins qui disent que ça marche. Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc vous avez vu comment on manipule l'information, c'est juste hallucinant. Alors maintenant, on va aller un petit peu, voir un petit peu des statistiques, suite à ce que cette journaliste a dit, parce que vous avez vu, c'est l'info du vrai fake, là, ou je sais pas trop quoi, ou le journal des fake news. Ben, on va voir si c'est qui dit les fake news. On va aller sur le site du CERMO. Alors pour que tout le monde soit d'accord, on va aller dans votre Bible, à vous, Wikipédia. CERMO est un organisme privé, réseau des médias sociaux pour les médecins ouverts aux licenciés à travers les États-Unis et 149 autres pays à travers l'Europe, du Nord, d'Amérique du Sud, en Afrique, en Océanie anglophone, et donc on voit en bas à droite qu'il y avait 800 000 médecins qui communiquent leurs résultats. Et donc dans le CERMO, d'ailleurs le professeur Raoult publie souvent des statistiques du CERMO, on leur demande « mais qu'est-ce que vous donnez à vos patients pour qu'ils guérissent ?» Bah regardez, en 1, azithromycine ou antibiotiques similaires. Parce que l'azithromycine, c'est tellement vieux qu'il y a des génériques que, voilà, quoi. On connaît, comme dit Raoult, comme dit le professeur Perron, c'est bon, quoi. En 2, hydroxychloroquine ou chloroquine. En 3, des bronchodilatateurs. En 4, médicaments anti-VIH, lopinavir plus ritonavir. Donc, quand même, là, il faudra quand même enquêter sur les médecins qui donnent ça, puisque ça ne donne pas de résultat. Oseltium, enfin, on s'en fout après. Et puis, vous allez trouver tout en bas, avant-dernier. Alors le dernier, c'est plasma de patients qui ont récupéré de Covid-19. Ça commence à peine, ça donne des résultats spectaculaires, ce que je vous ai de l'émission d'hier. Donc voilà. Et médicaments non approuvés, par exemple le remdesivir. Là aussi, c'est marrant, non approuvé, je comprends pas parce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise le remdesivir. Mais je suis trop con pour comprendre, je suis trop bête. Les fake news, là, c'est les chaînes. Alors, je vais pas les faire, je vais pas aller regarder ce qu'ils ont dit sur France Info. Peut-être que cet après-midi, il y en aura sur BFM et compagnie. Ok, on est la cible. On a compris que la cible, Big Pharma a dit là, il y a des choses qui se disent là. Il nous casse notre business à lui. Il nous casse notre business. Il nous fait vendre des trucs qui coûtent pas cher. Mais moi, je voudrais poser une question parce qu'en fait, je suis très con. Donc, expliquez-moi. Comme si j'avais 10 ans. Pourquoi, alors que je publie sous mon vrai nom, mon vrai prénom, si pas notre tas, que je mets mon adresse email dans le descriptif de mes vidéos, vous ne m'écrivez pas pour débattre avec moi? Ce n'est pas comme si je publiais sous un pseudo, par exemple Neuneu du 67, et que vous ne pouviez pas me trouver. Vous avez peur du débat? Vous préférez aller chercher les personnes qui mentent? Donc je suis là pour débattre. Donc on verra avec mes avocats. On va laisser passer 2-3 jours là pour voir un petit peu toutes les chaînes qui diffusent. Mais par contre, franchement, c'est pas la peine de me flouter. Je vous donne l'autorisation de mettre mon nom, mon prénom, l'adresse de ma chaîne. Aïe, ça vous plaît pas ça? Ouais, c'est sûr, parce que vous avez beaucoup à y perdre. Mais ne me floutez pas, mettez-moi. Ce qui est surprenant quand même, c'est que c'était il y a une semaine, samedi, il y a une semaine, mon ami Massimo Matsuko a mis une vidéo qui, je vous le traduis en français, c'est le ministère de la vérité, où il se passe exactement ce phénomène. Donc l'Italie est toujours là à l'avance, où les médias ont attaqué en masse et subitement, quoi. Subitement. Donc en gros, c'est vraiment la chasse aux chaînes YouTube comme la mienne. Mais c'est drastique. Donc ici, ça peut arriver aussi. Ils peuvent très bien faire voter des lois pour nous faire taire. Le président, il a tous les pouvoirs. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Il peut décider. La chasse aux fake news, assez rapide. Donc à nous de réagir, diffuser pendant qu'on peut encore. Après, ce sera peut-être trop tard. Donc Massimo a fait un travail exemplaire pour démontrer comme moi que les fake news, c'est eux. Donc regardez cette vidéo, elle est exceptionnelle. Elle dure 40 minutes, mais c'est pas parce qu'elle dure 40 minutes, c'est parce qu'à la fin, il a eu la géniale idée de réunir des hommes politiques, des médecins, des scientifiques, des retraités, de monsieur et madame tout le monde, des youtubeurs, pour approuver tout ce qu'a dit Massimo. Donc en fait, la démonstration est très courte. Il vous démontre avec son esprit
analytique fantastique, comment ils nous manipulent, comment les fake news sont à la radio et à la télé en Italie. Vous n'allez peut-être pas comprendre tous les noms parce qu'ils citent des hommes politiques et tout ça, mais c'est pas grave, c'est pas ça. Vous allez voir quand même la manipulation, c'est très très important. Et à la fin, tous les témoignages. Donc cette vidéo avait été mise en ligne il y a une semaine. Ne vous fiez pas aux 727 000 vues, parce que tous ceux qui témoignent ont repris cette vidéo. Je vais vous présenter maintenant, grâce à mon ami Christophe, que je salue au passage, qui l'a traduite. Hein. C'est lui qui a fait l'effort de la traduite. Il y a encore une petite chaîne où il y a déjà cette vidéo qui est là. C'est quelqu'un qui va se remettre au combat. Il était très proactif avant. Et donc, moi, évidemment, je mets le lien de sa chaîne dans le descriptif de l'émission. Abonnez-vous à sa chaîne, parce qu'en prévision, je pense qu'il va faire des trucs assez sympas ensemble, et puis qu'il faut l'aider et l'encourager à monter sa chaîne. Je te remercie vraiment, Christophe, tu as fait un travail remarquable en très peu de temps. Je sais que c'est pas facile à faire. Merci Christophe. Et moi je fais un appel à tous les lanceurs d'alerte, tous les médias. Il y a des médias qui quand même sont très, très en avance dessus, qui ont beaucoup de vues. Il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on fasse un message comme ça fort, pour qu'on fasse une émission que l'on diffusera tous ensemble au même moment, comme Massimo l'a fait avec tous ses amis. Hein, on fait une vidéo commune. On choisit pas trop longue, ça sert à rien, c'est un message fort. Vous allez regarder la structure de comment il démontre les fake news à la télé. On peut faire ça et balancer ça. Voilà, moi je vous propose ça. Donc parce qu'il faut pas... Il va y avoir des choses qui vont bouger là, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, je vous donne quand même une information. Les médias américains là, depuis ce matin très tôt, on confirme que des informations selon lesquelles des pirates auraient réussi à hacker les comptes appartenant à Bill Gates, à l'OMS et à un laboratoire de Wuhan, qui a reçu des financements du Dr Fauci. Dr Fauci, c'était le virologue en chef. En France, c'est ceux qui font la haute autorité. En Italie, c'est Burioni, deux autres, ils sont tapés dessus. Et l'événement semble avoir eu lieu, ce hack, le 20 avril. Et donc, à mon avis, il va y avoir des choses qui vont fuiter, qui vont faire très mal. Voilà. Donc... je lance aussi un message aux journalistes, il est encore temps de vous réveiller. Hier j'ai vu que l'un des vôtres, Brunet, s'était réveillé. Un ancien des vôtres, Jean-Claude Bourret, qui a tout mon respect, se déchaînait. Ça serait bien que vous vous réveilliez, parce que les gens se réveillent. Les gens se réveillent petit à petit, chaque jour qui passe, ils sont de plus en plus nombreux. La manipulation, elle est là, elle est diligentée. Regardez le cours de l'action de Microsoft, c'est redevenu la société la plus capitalisée au monde. Certes, Bill Gates a quitté Microsoft, mais c'est lui qui est derrière tout ça, c'est lui qui a la cible de tout aux États-Unis. Vous les journalistes, vous ne dites rien, mais beaucoup de plaintes, énormément de plaintes, qui sont diligentées contre Bill Gates. Et ça va sortir avec les hackages, avec les hackers. Maintenant, je vous laisse avec Massimo Mazzucco. Et donc, franchement, moi, vous savez que c'est toujours très difficile de vous dire partager. Mais je pense qu'on a un tournant là. On a un tournant. Allez, à bientôt. Bye bye, bisous. Bonjour. Je présente ce message en mon nom et au nom de toutes les personnes présentes à la fin de cette vidéo. La tenaille de la censure s'apprête à se refermer sur la toile et sur les médias de libre information. Elle ne s'est pas encore déployée dans toute sa virulence, mais les signaux sont déjà tous là. Cette envie de censure s'articule sur deux fronts distincts et bien précis. La première branche de la tenaille est la légitimation du soi-disant journalisme des professionnels, autrement dit l'information mainstream, unique source fiable pour obtenir des informations valides. La deuxième branche de la tenaille est la délégitimation égale mais contraire des voies de la libre information. Avant toute chose, mettons-nous d'accord sur l'utilisation des termes. Je parle de libre information, qui est un terme beaucoup plus large que contre-information, car en réalité, nous sommes libres. En pratique, nous vivons uniquement des abonnements et des donations, et nous ne devons rendre de compte à personne de ce que nous faisons, si ce n'est à notre public qui nous soutient. Les grandes télévisions, à l'inverse, ne sont pas libres, car pour vivre, elles ont besoin de sponsors publicitaires. Sans sponsors, elles meurent.
Et si un certain thème ne plaît pas à un sponsor, il n'apparaît tout simplement pas à la télévision. Sur les télévisions nationales, vous ne verrez par exemple jamais de discussion approfondie et sérieuse sur la sûreté des vaccins, car parmi les principaux sponsors des télévisions se trouvent les compagnies pharmaceutiques, et cela ne plaît pas du tout aux compagnies pharmaceutiques de voir remise en cause la sûreté des vaccins. Voilà pourquoi chez Fazio, vous verrez toujours Burioni qui prêche à sens unique et vous ne verrez jamais face à lui de contradicteurs sérieux. Pas plus que vous ne verrez à la télévision de discussions sérieuses sur l'éventuelle nocivité de la 5G. Parce que les autres grands sponsors des télévisions sont justement les grandes multinationales de la téléphonie et ça ne leur plaît pas du tout de voir remise en cause la sûreté de leur technologie. Attention, je ne suis pas en train de dire que les vaccins ne sont pas sûrs ou que la 5G est à coup sûr nocive pour la santé. Je dis seulement que de vraies discussions approfondies avec un vrai contradicteur sur ces sujets-là, qui sont si importants pour notre santé, vous n'en verrez jamais à la télévision. Simplement parce que les télévisions ne sont pas libres. Elles sont contrôlées par des sponsors qui paient leurs salaires et leurs coûts de production. À l'inverse, nous sommes libres. Nous pouvons faire toutes les interviews que nous voulons. Nous pouvons organiser tous les débats que nous voulons. Et ça, évidemment, ça dérange beaucoup ceux qui voudraient avoir le contrôle total de l'information. Et maintenant que notre audience augmente considérablement, puisqu'à nous tous, nous comptons plusieurs millions de vues chaque mois, ils ont décidé de contre-attaquer. Voilà pour l'idée générale. Mais voyons maintenant de plus près les deux branches de cette manœuvre en tenaille qui voudraient tous nous éliminer. La première branche, comme je le disais, est celle de l'auto-légitimation. Nous, médias mainstream, sommes les seuls auxquels vous pouvez vous fier. Qui le dit? Nous, les médias mainstream, nous le disons nous-mêmes. Autoréférencement, évidemment. Regardez cette vidéo qui a été diffusée récemment par les chaînes de Mediaset. Oggi più che mai l'informazione influenza la nostra vita e la nostra sicurezza. Le notizie sono una cosa seria. Fidati dei professionisti dell'informazione. Scegli gli editori responsabili, gli editori veri. Scegli la serietà. Scegli gli editori responsabili. Choisis des éditeurs responsables. Choisis le sérieux. Voilà qui ils sont. Les éditeurs responsables, ce sont eux. La RAI, Mediaset, LA7 et tous les quotidiens les plus importants. Dommage que quand on creuse un peu, les premiers à raconter des fake news, c'est justement eux. Prenons quelques exemples. Un classique désormais passé à la postérité remonte à 2014. La ministre de la Santé, Mme Lorenzin, est invitée sur le plateau de Bruno Vespa et lance une véritable opération de terrorisme médiatique décrivant une terrible épidémie de rougeole qui serait survenue à Londres l'année précédente. Ricordo che solo di morbillo a Londra, cioè in Inghilterra, lo scorso anno sono morti 270 bambini per un'epidemia di morbillo molto grave. Par la suite, quelqu'un est allé vérifier sur le site du gouvernement anglais et a découvert que l'année précédente, c'est-à-dire en 2013, il y avait eu un seul mort de rougeole, un adulte d'ailleurs de 25 ans, qui est mort de complications pulmonaires. La rédaction de l'émission a été inondée d'emails de protestation. J'en ai moi-même écrit un, demandant la correction immédiate de la fake news. Mais il ne s'est rien passé. Aucune correction n'est arrivée du présentateur Bruno Vespa. Pourtant, le code déontologique du journalisme stipule clairement que le journaliste corrige sans retard les erreurs et inexactitudes. L'année suivante, Mme Lorenzin réitère le même mensonge dans l'émission Piazza Pulita de Corrado Formigli. Di morbillo si muore in Europa, c'è stata una crisi, un'epidemia di morbillo a Londra, lo scorso anno sono morti più di 200 bambini. Nouvelle vérification, mort de rougeole en Angleterre en 2014, l'année précédente donc, 0. Nouvelle avalanche de mails de protestation, dont les miens, avec des demandes répétées de correction, et de nouveau, aucune rectification de la part de Formigli.
Pourtant, il n'y a pas que le code déontologique, il y a aussi le texte unique sur les devoirs du journaliste qui rappelle que les informations qui s'avèrent inexactes doivent être corrigées et les erreurs réparées. Mais rien, aucune correction. Le mensonge passe tranquillement sur les médias mainstream, il est répété et s'imprime dans l'esprit des téléspectateurs. Et ceux qui se sont rendus responsables de propagande ne la corrigent pas, tout en sachant pertinemment que c'est un fake. Ils le savent parce que nous les en avons informés. Autre exemple, Giovanna Botteri, envoyée spéciale à New York, déforme de manière flagrante les propos de Rex Tillerson, futur secrétaire d'État américain, afin de le faire passer pour un ami de Poutine qui excuserait en quelque sorte ses supposés crimes de guerre en Syrie. Supposé par Marco Rubio qui l'interviewe. Con la tensione alle stelle, al congresso il suo futuro segretario di Stato Rex Tillerson, che della Russia è notoriamente un amico, prende le distanze da Mosca, ma non da Putin. Alla domanda del repubblicano Rubio se lo considera un criminale di guerra, risponde no. J'étais très étonné de cette réponse de la part de Tillerson. Alors je suis allé chercher la version originale de l'échange avec Marco Rubio, et j'ai découvert que la réponse de Tillerson avait été complètement déformée par Giovanna Botteri. Tillerson n'a jamais déclaré « Non, pour moi, Poutine n'est pas un criminel de guerre, donc sous-entendu, j'excuse ses actions en Syrie ». Mais il a dit qu'il n'utiliserait jamais ce terme, qu'il s'agissait d'une accusation très grave et qu'avant de porter une telle accusation, il aurait besoin de bien plus d'informations que celles disponibles. Regardez ce passage. Let me ask you this question. Is Vladimir Putin a war criminal? I would not use that term. Now, those are very, very serious charges to make, and I would want to have much more information before reaching a conclusion. Maintenant, c'est un fait extrêmement grave pour une journaliste de la RAI de déformer ainsi les propos du ministre américain des Affaires étrangères. Dans ce cas aussi, j'avais écrit à la rédaction du journal TV en demandant une rectification. Mais comme dans les autres cas, il n'y a eu aucune correction. Autre exemple, Enrico Mentana. D'abord, il déclare soutenir la position du CIFAP, les débunkers italiens, sur le 11 septembre, c'est-à-dire pratiquement la version officielle du gouvernement américain sur le 11 septembre. Et ensuite, il envoie sur les ondes 16 fake news de suite, les unes derrière les autres, racontées par Paolo Attivissimo, le tyran italien, dans une seule émission. Un record absolu, et je crois qu'il n'est pas prêt d'être battu dans l'histoire. J'ai fait une vidéo, celle-ci, où je démontre document à l'appui que toutes les affirmations d'Attivissimo sont fausses, de la première à la dernière, et je le signale à la rédaction de Mentana pour demander une correction. Nous l'attendons toujours. Évidemment, pour des journalistes comme Vespa, Formili, Botteri ou Mentana, le code déontologique, c'est juste du papier d'emballage. Un autre exemple fameux, survenu en janvier dernier, toujours sur la 7. Andrea Purgatori présente une émission spéciale sur la mort du général Soleimani. Sur Twitter, il annonce en fanfare les images de l'attentat contre Soleimani. Écoutez avec quelle emphase dramatique Purgatori commente ces images. Sono immagini drammatiche, anche se in bianco e nero. Come vedete c'è un convoglio. Sentite le parole del pilota che sta manovrando il drone. Guardate come vengono colpiti uno ad uno tutti i convogli. Ora ci saranno dei puntini bianchi, guardate sulla destra, sono uomini che cercano di scappare da questo attacco. Dommage que les images qu'il diffuse soient celles d'un jeu vidéo. Non seulement ce ne sont pas les images de l'attentat contre Soleimani, mais ce ne sont même pas des images réelles. Pris sur le fait, non seulement Purgatori se refuse à corriger l'erreur, mais il en remet une couche. Titillé sur Twitter par Paolo Attivissimo lui-même, Purgatori répond « Bien sûr, c'est un vidéogame, je le savais, mais il représente techniquement une parfaite démonstration de la façon dont un drone frappe. » Dommage que lui-même, dans une émission, nous assure qu'il ne s'agit pas d'un jeu vidéo. Regardez. Vi faccio subito vedere una cosa, ed è una cosa che somiglia molto a un videogioco, ma non è un videogioco. Et donc, que fait Purgatori? Il nous resserre un fake et dans le même temps, il nous assure que ce n'est pas un fake. Il nous ment en sachant qu'il est en train de mentir. Ceci est un cas tellement pervers que je ne pense pas qu'il soit même évoqué dans le fameux code déontologique des journalistes.
Ce seraient donc les Bruno Vespa, Formili, Botteri, Mentana, Purgatori, les vrais professionnels de l'information auxquels nous devrions nous fier les yeux fermés. Comme disait Antonio Razzi, je ne crois pas. Il y a évidemment d'excellents journalistes qui réussissent à bien faire leur travail malgré les contraintes que leur impose le système, et ils méritent toutes les louanges. Mais il y en a tant d'autres qui jouent au plus malin et qui mentent en sachant pertinemment qu'ils mentent dans le but de faire avancer leur agenda politique ou personnel. Comme en toute chose, il faut juger au cas par cas. On ne donne de carte blanche ni de blanc-seing à personne ici. C'est trop facile de dire « nous sommes l'information officielle, ayez confiance en nous ». Notre confiance, vous devez la gagner jour après jour, émission après émission, journal après journal. Voyons maintenant l'autre branche de la tenaille, l'attaque toujours plus sévère à la libre information. C'est une attaque qui tend clairement à la criminaliser, pour ensuite avoir une excuse pour lui fermer le clapet. Cet objectif est maintenant évidemment bien coordonné, et il arrive clairement d'en haut, puisqu'il provient de la sphère gouvernementale. Regardez, Martella, sous-secrétaire d'État auprès du Premier ministre, dit « Création d'une unité contre les fake news ». Naturellement, dans l'intervalle, en utilisant l'excuse du coronavirus, on s'arroge le droit de décider ce qui est vrai et ce qui est faux. Et une fois le principe établi, il sera très facile de l'utiliser là où ça les arrange. On a même vu Purgatori en personne, il y a quelques jours, consacrer une émission entière, Atlantide, aux fake news, avec le titre « Fake Room », la fabrique des mensonges. En pratique, ceux-là même qui nous en arrosent abondamment sont ceux qui affirment vouloir les démasquer. Fantastique, non? Une véritable inversion des rôles dans la logique orwellienne classique. En tout cas, moi, face à un titre aussi prometteur que « La fabrique des fake news », je me suis confortablement assis dans mon fauteuil et j'ai regardé attentivement. Et qu'est-ce que j'ai vu? Le vide le plus absolu. Purgatori a fait son habituel minestrone de choses qui n'ont rien à voir entre elles, mélangeant l'invasion des Martiens d'Orson Welles, l'histoire du faux alien de Roswell, les missions lunaires, la mort de Paul McCartney, l'enlèvement d'Aldo Moro, le 11 septembre, la fiole de Colin Powell, la fuite d'Hitler en Amérique du Sud, Elvis Presley vivant, il manquait juste la Terre plate et le menu était complet. Au passage, je remercie Purgatori d'avoir inséré un extrait d'une de mes vidéos, donnant ainsi un peu de visibilité à ma chaîne. Merci. Bien, après tout ce minestrone, me suis-je dit, voyons un peu ce que fera notre héros, vu que l'émission s'appelle « La fabrique des fake news ». Voyons un peu comment on fabrique ces fake news. En fait, rien. Après le minestrone, Purgatori a interviewé ce qui pour lui était un épidémiologiste. Enrico Bucci, epidemiologo della Temple University di Philadelphia, buonasera. Mais qui s'est révélé en réalité n'être pas du tout épidémiologiste. Regardez un peu la bévue. Per prima cosa io, visto che ci siamo, mi occupo di smontare subito una fake news prima che diventi importante. Io non sono un epidemiologo, io sono un biochimico e mi occupo di analisi di dati complessi in biomedicina. Pauvre Purgatori, il les collectionne les unes après les autres. Il ne sait même pas à qui il parle. De toute façon, gaffe mise à part, l'important est que dans l'émission, il n'a absolument pas traité l'argument fake news. Après le biochimiste, Purgatori a interviewé un archéologue qui nous a expliqué que la donation de Constantin était un faux, comme si on avait besoin de lui pour le découvrir. Ensuite, il a interviewé un psychiatre qui nous a fait un portrait clinique précis du fabricant de fake news. Écoutez. Il fabricatore di fake news è uno che si mette lì alle 11 di sera e ne inventa una. Non so, se ne inventa uno con tutto il rispetto, magari fa un lavoro qualsiasi. Le fabricant de fake news, c'est un gars qui se met à 11h du soir et qui en invente une. Et après cette rigoureuse analyse scientifique approfondie, l'émission finit pratiquement là. En gros, d'abord la tentative désormais classique d'associer les idioties les plus disparates avec des thèmes plus sérieux, et ensuite le vide le plus absolu. Ceci n'est pas du journalisme, ceci est de l'impressionnisme médiatique. Un coup de pinceau et hop, on se retire. La tactique de l'illusion, de celui qui en réalité n'a rien à dire.
Beaucoup plus féroce et beaucoup plus subtile, la tentative de Mentana d'attaquer la soi-disant sphère complotiste dans son ensemble. Dans sa revue online titrée Open, Mentana a publié un long article intitulé « Coronavirus, les origines du mouvement subversif, nouvelle résistance italienne » qui incite à violer la quarantaine. L'article est signé de David Puente, un débunker de la nouvelle génération qui est devenu l'écuyer préféré de Mentana pour ce genre d'opération. Qu'ont-ils fait en substance avec cet article ? Étant dans l'impossibilité de nous attaquer directement, ils sont allés pêcher ce groupe Facebook appelé Nouvelle Résistance Italienne, que je ne connaissais pas d'ailleurs, et ils ont dit « Eux poussent les gens à sortir de chez eux et donc à enfreindre la loi. Allons voir un peu qui sont leurs sources, d'où ils prennent leurs informations. » Ils ont donc tenté de faire le parcours à l'envers, afin de nous associer à ce mouvement qu'ils qualifient de subversif. Les Américains ont une belle expression pour parler de ce mécanisme. Ils disent « guilty by association », coupable par association. Tu ne peux pas attaquer quelqu'un directement, alors tu l'accuses en quelque sorte d'être lié à des personnes que tu définis toi-même comme subversives. Allons voir maintenant de plus près qui seraient ces personnes coupables d'appartenir à cette malsaine association de malfaiteurs. Pour mieux nous faire comprendre le message, David Puente a fait de surcroît recours à ce qu'il appelle la carte du crime. Un peu comme à la télévision, quand on te montre la carte des familles de mafieux dans les documents des forces de l'ordre. Et le premier en haut de la liste est évidemment Claudio Messora. Voyons de quoi il est coupable. BioBlue de Claudio Messora invite souvent des personnages controversés qui rapportent une information alternative au mainstream. Mon Dieu, ça c'est vraiment un péché mortel. Ça mérite le bûcher immédiat sans autre forme de procès. En réalité, la vraie faute de Messora a été d'inviter Stefano Montanari. Voyons le chef d'accusation de Montanari. Il a défini le coronavirus comme un faux virus qui se révèle inoffensif et le vaccin sera une arnaque colossale pour nous injecter n'importe quoi. Donc, Montanari n'a violé aucune loi. Il a simplement exprimé son opinion, avec laquelle d'ailleurs personne n'est obligé d'être d'accord. J'ai moi-même interviewé Montanari 3 jours plus tard, et devant moi, il a répété pratiquement les mêmes concepts. Je n'étais pas d'accord avec lui, je le lui ai dit clairement, mais je lui ai quand même permis de parler, car le but d'un débat est exactement cela, confronter des opinions différentes. Au lieu de cela, le Pacte pour la science de Burioni a même fait un exposé sur Montanari, et entre-temps, il en a profité pour appeler à la censure de BioBlue. Comme ça, en passant, pendant qu'on essaie de taire le message, donnons un bon coup de massue sur la tête du messager. Une autre personne coupable de crimes atroces est Giulietto Chiesa, de Pandora TV. Giulietto Chiesa accueille des personnages controversés et des théoriciens du complot. Mamma mia, c'est insensé ce que fait Giulietto Chiesa. Il accueille des personnages controversés. Au bûcher lui aussi. Puente peut-être l'as-tu oublié, mais l'article 21 de la Constitution dit que chacun a le droit de manifester librement sa propre pensée par la parole, l'écrit ou tout autre moyen de diffusion. La presse ne peut pas être sujette à autorisation ou à censure. Donc, s'il y a quelqu'un de subversif ici, c'est toi, Puente, dans le sens où c'est toi qui veux subvertir la Constitution en empêchant ces personnes de parler. Allons voir maintenant quelles sont les fautes spécifiques attribuées par Puente aux personnes interviewées sur Pandora TV. Manlio Dinucci, qui écrit pour le journal Il Manifesto, a mis en cause l'exercice de l'OTAN connu comme Defender Europe 2020 et les soldats américains sans masque. Mais monsieur Dinucci, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez en cause les soldats américains sans masque? Vous êtes devenu fou ou quoi? Vous ne savez pas que mettre en cause est expressément interdit par le code pénal? En réalité, qu'a fait Dinucci? Il a simplement cité une vidéo officielle du Pentagone dans laquelle on voit les soldats américains en train d'atterrir en Europe pour l'exercice de l'OTAN et de se saluer et de s'embrasser tranquillement sans masque. Quel est le péché de Dinucci? D'avoir commenté une vidéo officielle du Pentagone, c'est tout.
Un autre criminel, interviewé par Pandora TV, est Maurizio Martucci, gérant du site oasisana.com et auteur sur le site Il Fatto Quotidiano. Il pose la théorie du rapport entre la 5G et le nouveau coronavirus. Mon Dieu, Martucci s'est permis de proposer une théorie. Quelle hérésie! Pensez un peu, nous ne savons pratiquement rien de la 5G parce que personne ne nous dit rien. On en sait encore moins sur le coronavirus, mais David Puente a déjà compris qu'il n'y avait aucune corrélation entre les deux choses. Et donc, il se permet de mettre à l'index qui le suggère. Mais même au temps de l'Inquisition, il ne travaillait pas comme ça. Au moins, les inquisiteurs avaient une base théorique. Et encore, Marcello Pamio, gérant du site disinformazione.it, est un défenseur de la médecine traditionnelle chinoise. Quelle horreur! La médecine traditionnelle chinoise. Ça fait 4000 ans qu'elle nous enseigne comment nous soigner de façon naturelle et holistique, mais on ne peut pas la défendre. Serait-ce parce qu'elle ne vend pas des produits de Big Pharma? Est-ce pour cela que la médecine chinoise ne plaît pas à Puente? Et encore, d'après Pamio, la peur abaisse les défenses immunitaires. Non, Puente, ce n'est pas d'après Pamio, c'est d'après tout le monde. Même les arbres le savent que la peur abaisse les défenses immunitaires. C'est même écrit par les agences de presse. Stress, peur et angoisse abaissent les défenses immunitaires. Mais cela, Pamio n'a pas le droit de le dire, parce que Don Rodrigo Puente de Torquemada a décidé qu'on ne peut pas. Francesco Oliviero, médecin inscrit à l'ordre qui suit la médecine traditionnelle chinoise et l'homéopathie, soutient que le virus ne se combat pas en restant à la maison. Vincenzo Danna, sénateur et président de l'ordre des biologistes, soutient que le Covid-19 est une sorte de grosse grippe et que c'est en fait une grande manœuvre politique. Encore une fois, Puente, ce sont des opinions. Il est écrit « soutien ». Elles sont donc discutables autant que tu veux. Mais elles sont parfaitement légitimes. Article 21 de la Constitution. Ce n'est pas si difficile à se rappeler. Et c'est encore un peu. Il y a aussi une petite place pour moi sur la carte du crime. Massimo Mazzucco, protagoniste de plusieurs vidéos de science-fiction complotiste, il est l'auteur de la vidéo qui accuse les Américains de l'épidémie de Covid-19. Puente, en ce qui concerne la science-fiction complotiste, je te signale que mon film 11 septembre, le nouveau Pearl Harbor, est sorti il y a déjà 7 ans et qu'on attend toujours celui qui le débunkera. Jusqu'à présent, personne ne s'y est essayé et tes amis débunkers se tiennent à bonne distance. Mais si tu veux te confronter avec moi sur le 11 septembre, je suis à ta disposition. Comme ça, on verra qui de nous deux fait de la science-fiction. Et puis allez, Puente. Mazzucco, l'auteur de la vidéo qui accuse les Américains de l'épidémie de Covid-19. Moi, je n'ai jamais accusé personne, je ne suis pas si stupide. Dans ma fameuse vidéo « La chauve-souris », je mets simplement bout à bout les éléments en faveur de cette théorie, qui d'ailleurs a été suggérée par le gouvernement chinois lui-même. Mais je dis bien à la fin que je ne peux pas en être sûr. Écoute bien ce que je dis en conclusion de la vidéo. Ora, io non posso sostenere che sia questa per forza la spiegazione di tutto quello che sta succedendo. Io ho solo messo in fila una serie di elementi che portano ad una conclusione sensata. Se ce ne sono altre, cari giornalisti, ben vengano, fatevi avanti. Quindi vedi, Puente, tu vois, Puente, tu racontes des mensonges dans ton article. Je n'ai jamais accusé personne. Tu déformes les phrases des autres et tu publies des fake news alors que tu dis vouloir les combattre. En résumé, nous avons ici un article tout entier basé sur le vide le plus absolu. Où est-il tout ce complotisme subversif? Nulle part, il n'y a rien, juste des mots vides de sens, un souffle de vent. Comme je le disais, cet article est un peu comme un cadre impressionniste, comme du pointillisme. Vu de loin, il semble donner l'impression de quelque chose, et quand on se rapproche, on s'aperçoit que ce sont juste des points colorés. Tu vois de loin cette carte des présumés criminels, puis tu te rapproches, et tu t'aperçois que ce sont simplement des personnes normales qui essaient juste de faire leur travail le mieux possible et qui n'ont jamais enfreint la loi. Avec cependant une petite différence. Les cadres impressionnistes te laissent quand même dans l'air une sensation de légèreté et de joie esthétique, alors que ton article, cher Puente, laisse dans l'air une odeur pestilentielle. L'odeur de la diffamation, l'odeur du mauvais journalisme, l'odeur de la censure déguisée en fausse enquête sociale.
À ce point, on pourrait se dire, ok, ce n'est pas grave, Puente est un mauvais journaliste, il y en a tellement d'autres, un de plus ou de moins, ça ne fait pas une grosse différence, n'est-ce pas? Et non, ce n'est pas si simple, car notre cher David Puente, l'auteur de ce torchon, est l'un des fers de lance de la task force gouvernementale contre les fake news. Vous avez compris à quel genre de personnes nous avons affaire. Ce sont ces personnes qui s'arrogent le droit de décider de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas, et qui voudraient même le faire au niveau gouvernemental. En conclusion, nous sommes sur le point de sortir du tunnel du coronavirus, et on s'apprête à rentrer dans une période extrêmement difficile, je dirais même cruciale pour nos libertés. Une fois cette pandémie terminée, ils chercheront par tous les moyens à profiter de notre faiblesse, aussi bien mentale qu'économique, pour essayer de rendre permanentes certaines mesures qu'ils nous auront présentées comme temporaires, et surtout pour tenter d'en introduire de nouvelles. Ne soyez pas surpris si à l'automne, pour aller voir un match ou pour assister à un concert, il faudra au préalable avoir fait toute une série de vaccins obligatoires. Sinon, vous rentrerez gentiment chez vous, voir le match à la télévision ou écouter le concert sur un téléphone. Car c'est ça la première chose que les compagnies pharmaceutiques essaieront d'obtenir après toute cette histoire de coronavirus. Ils essaieront de faire admettre les vaccinations de masse jusqu'à les rendre obligatoires pour tous. Vous pensez que je suis paranoïaque? Regardez ça. Zingaretti, vaccin obligatoire dans le Lazio pour 2,5 millions de personnes. Nous sommes en train d'évaluer la possibilité dans le Lazio de rendre obligatoire le vaccin contre la grippe pour tous les plus de 65 ans et pour tous ceux qui travaillent dans la santé et dans les catégories de métiers plus exposés et d'activités essentielles. Et donc, comme les activités essentielles, ce sont eux qui en décident, beaucoup de gens devront se faire vacciner s'ils veulent aller travailler. C'est à cela que veulent arriver les compagnies pharmaceutiques. Cette affaire de coronavirus est pour eux une occasion en or, quasi impossible à répéter. Et naturellement, ils utiliseront la télévision qu'ils financent abondamment pour nous marteler la cervelle de façon à arriver à tous nous vacciner obligatoirement pour n'importe quoi. Au mépris de la Constitution qui dit que personne ne peut être obligé à suivre un quelconque traitement sanitaire, sinon par décret de loi. La loi ne peut en aucun cas violer les limites imposées par le respect de la personne humaine. En fait, les limites, ils ne se gêneront pas pour les violer, grâce à nos peurs et à notre état de confusion. Vous verrez, avec l'excuse du coronavirus, combien de limites ils chercheront à violer. Ils chercheront par exemple à introduire le traçage électronique de nos mouvements à l'aide de notre téléphone, exactement comme ils l'ont fait en Chine avec les habitants de Wuhan. Chaque petit point rouge représente un cas. Et dans une société chinoise où chacun est surveillé par ses achats, ses déplacements ou la reconnaissance faciale, impossible de passer inaperçu. C'est là, je clique. La personne qu'ils ont trouvé malade, qu'il est allé où? Un magasin de fruits, un petit bistrot. Chez nous, ils n'oseront jamais faire une chose de ce genre, me direz-vous. Coronavirus, application en vue sur base volontaire et anonyme. Le travail de la Task Force, institué pour étudier l'utilisation d'une application qui permet le traçage des contacts pour éviter la diffusion du coronavirus, en est aux étapes finales. Naturellement, pour l'instant, ils te disent que c'est sur la base du volontariat et de l'anonymat. Et après, qu'est-ce qui se passe si un jour tu découvres que parce que tu n'es pas tracé, tu ne peux pas monter dans le bus, aller à la bibliothèque ou entrer dans un supermarché? Soit tu acceptes d'être tracé, soit tu restes à ranger ton frein à la maison et tu envoies ta cousine au supermarché. Donc, oui, c'est sur une base volontaire, mais il faut voir à quel chantage seront soumis ceux qui ne veulent pas l'accepter. N'oubliez pas qu'une chose est volontaire si chacun peut vraiment choisir de l'accepter ou pas, sans condition. Autrement, ça s'appelle du chantage. Le pire, c'est qu'avec des médias mainstream, ils chercheront à faire passer ce fichage quasi policier comme une merveilleuse opportunité. Regardez. Ferrari utilise une appli de traçage pour ses employés. Dans la troisième phase, dit l'article, chaque collaborateur aura l'opportunité de se servir d'une appli avec le traçage des contacts. C'est un support médical sanitaire pour la surveillance de la symptomatologie du virus. L'opportunité.
Vous verrez qu'il faudra leur dire merci à la fin, à ces anges protecteurs qui veulent nous suivre partout où l'on va. Naturellement, le plan est né de la collaboration avec une équipe de virologues, parmi lesquels le professeur Roberto Burioni, notre bienfaiteur universel. Mais ce n'est pas tout. Bientôt, avec l'excuse du coronavirus, ils trouveront le moyen de rentrer chez vous et d'emmener qui ils veulent. De nouveau, vous pensez que je suis paranoïaque et complotiste. Cet homme s'appelle Michael Ryan, directeur exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Écoutez bien ce qu'il a dit le 31 mars dernier lors d'une conférence de presse. Transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a safe and dignified manner. Et c'est l'Organisation mondiale de la santé qui parle. Ce n'est pas le concierge de l'immeuble. Donc, avec l'excuse du virus, ils veulent pouvoir entrer chez vous et prendre vos frères, vos parents ou vos enfants de manière sûre et digne, s'ils le jugent nécessaire. Ensuite, bonne chance chez le juge pour essayer de les récupérer. Naturellement, pour arriver à tout ceci, ils doivent auparavant faire taire au plus vite la libre information. Autrement, ils prennent le risque qu'il y ait trop de gens qui protestent et qui se posent des questions. Et ça ne va pas. Et soyons clairs, il ne s'agit pas seulement du front sanitaire. Après le coronavirus, profitant de la confusion, il y aura une tentative de redessiner de fond en comble la carte du pouvoir, naturellement en faveur de l'élite et aux dépens des simples citoyens. Sur tous les fronts. Ils installeront la 5G partout, sans aucun débat approfondi sur sa dangerosité et sans aucune garantie scientifique sur son innocuité. Et à nouveau, ils utiliseront les télévisions où ils inviteront leurs experts pour nous raconter qu'il n'y a aucun danger et que la 5G est une manne car elle aide les médecins à mieux communiquer entre eux. Comme si les médecins avaient des difficultés pour communiquer, qu'ils utilisaient les signaux de fumée pour se parler et attendaient avec impatience qu'arrive la 5G pour communiquer. Ils nous enseveliront sous des centaines et des centaines de milliards de dettes, arrivées d'on ne sait où, avec je ne sais quelles conditions, et ils utiliseront les télévisions pour nous dire que tout va bien, qu'on devrait être content de tout cet argent qui nous est prêté. Sauf qu'il faudra travailler pendant les 50 prochaines années pour les rembourser, avec des intérêts plutôt salés, évidemment. C'est cela la dictature qui nous attend dans un proche avenir. La dictature de l'information qui nous envoie un message unifié et ne tolère aucun contradicteur. Dans une démocratie, une voie alternative à l'information mainstream est absolument indispensable. Les opinions différentes sont le cœur même du progrès social. Sans cela, la démocratie meurt et c'est la dictature de la pensée unique qui s'installe. Nous ne serons plus réduits en esclavage physiquement comme autrefois, avec les chaînes aux pieds, mais nous le serons au niveau mental avec les chaînes dans le cerveau. Ce qui est pire, car celui qui contrôle les pensées de quelqu'un contrôle aussi beaucoup plus facilement ses actions. Donc, si nous sommes réduits au silence, nous ne serons plus en mesure de vous défendre et de nous opposer à la réduction de vos libertés. C'est donc fondamental, aujourd'hui, de faire savoir que nous sommes nombreux et que nous sommes unis. Nous devons envoyer un message fort et clair, disant que nous sommes unis et solidaires, et que nous ne sommes pas prêts à nous faire passer la muselière par personne. C'est pourquoi nous vous demandons de faire circuler cette vidéo partout où c'est possible. Sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, partout où vous réussissez à le faire. Essayez partout et ne vous arrêtez pas tant que vous n'aurez pas exploité tous les contacts possibles dans votre agenda personnel. Sinon, bientôt, nous serons tous obligés de nous agenouiller sans broncher devant le ministère de la Vérité. Bonjour, je suis Silvano Trotta, dirigeant d'entreprise, lanceur d'alerte, chercheur de vérité, et je soutiens l'appel de Massimo Mazzucco. Sono Giulietto Chiesa, giornalista, scrittore. Approvo questo messaggio. Marco Tosatti, giornalista. Approvo questo messaggio. Sono Fulvio Grimaldi, giornalista, scrittore, documentarista inviato di guerra. Aderisco al 100% all'appello nel video di Massimo Mazzucco. Sono Tiziana Alterio, giornalista e scrittrice, e approvo questo messaggio. Sono Ivan Catalano, ex deputato della Camera dei Deputati italiana, e sono d'accordo con i video di Massimo Mazzucco.
Sono Fabio Frabetti, giornalista, direttore di Border Knights e approvo questo messaggio. Mi chiamo Raimondo Pische, sono un medico chirurgo e approvo questo messaggio. Sono Alessandra Devetag, avvocato del Foro di Trieste e approvo questo messaggio. Sono Maurizio Blondei, giornalista e sono d'accordo con l'appello di Mazzucco. Sono il dottor Stefano Scoglio, ricercatore scientifico, candidato al Premio Nobel della Medicina 2018 e approvo questo messaggio. Sono Margherita Furlan, vice direttrice di Pandora TV e approvo questo messaggio. Sono Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio e approvo questo messaggio. Sono Patrizia Cecconi, scrittrice. Collaboro con alcune testate giornalistiche online. Approvo questo messaggio. Sono Ugo Mattei, avvocato e professore universitario, giurista, approvo questo video. Mi chiamo Marco Pizzuti, sono un saggista d'inchiesta e approvo questo messaggio. Sono Corrado Malanga, faccio il chimico, sono uno scrittore e sono d'accordo con te, caro Mazzucco. Sono Maglio Dinucci, giornalista e analista geopolitico. Approvo questo messaggio. Sono Gustavo Alberto Palumbo, architetto, artista visivo, blogger. Sono d'accordo con questo messaggio. Mi chiamo Marcello Pamio, sono uno scrittore, responsabile del sito disinformazione.it e approvo in pieno questo messaggio. Sono Martino Chiorboli, psicologo e formatore e sono d'accordo con questo messaggio. Sono Franco Fracassi, giornalista e scrittore e approvo questo messaggio. Leopoldo Salmaso, specialista in malattie infettive e sanità pubblica e pubblicista. Approvo in pieno questo messaggio. Sono Gaia Pasi, docente e curatore di arte contemporanea e sono completamente d'accordo con questo video. Sono Francesco Celani, fisico, ricercatore multidisciplinare, 2 volte candidato al Nobel per la pace. Approvo il contenuto del messaggio del giornalista Mazzucco. Sono Gabriele Sannino, sono uno scrittore e un giornalista. Viva la Costituzione, viva l'articolo 21, viva la democrazia. Naturalmente approvo questo messaggio. Sono Adriano Colafrancesco, blogger e scrittore. Ho ascoltato il tuo appello, lo condivido pienamente e per questo mi riservo di darne la più ampia diffusione su tutti i miei contatti. Sono Gintoschi Marazzani Visconti, sono pubblicista e ho scritto dei libri. Condivido pienamente questo video. Sono Enrica Perucchietti, giornalista e scrittrice e approvo questo messaggio. Sono Ugo Giannangeli, avvocato, approvo questo messaggio. Sono Roberto Germano, autore di saggi, fisico e imprenditore ed approvo questo messaggio. Sono Mauro Scardovelli, giurista e psicoterapeuta. Ovviamente approvo questo messaggio, perché stanno introducendo la censura in Italia, che è vietatissima dall'articolo 21 della Costituzione. La censura infatti è tipica delle dittature, proprie delle dittature, quindi indica la fine della democrazia. Sono Tom Bosco, direttore responsabile della rivista bimestrale Nexus New Times e approvo con tutto il cuore questo messaggio. Sono Lara Innocenzi, docente di italiano e scrittrice e sono d'accordo con il messaggio. Sono Roberto Quaglia, scrittore e ricercatore e approvo questo messaggio. Sono Giuseppe Turrisi di Accademia della Libertà. A nome di tutto il gruppo condividiamo l'appello di questo video. Aderisco volentieri alla giusta iniziativa di Massimo Mazzucco e propongo dal canto mio una task force uguale e contraria a quella istituita dalla RAI per contrastare le fake news, tra virgolette, del sistema. Sono Claudio Messora di bioblue.com e sottoscrivo in pieno l'appello di Massimo Mazzucco, uomo misurato, uomo saggio, uomo socratico, è il Socrate dell'informazione indipendente. Lo sottoscrivo soprattutto nella parte in cui ribadisce l'importanza dell'informazione libera e indipendente in una democrazia, perché non è più il momento, dato l'accerchiamento in atto, di essere tenui, di essere cauti. È il momento di uscire allo scoperto e gridare forte che siamo liberi. Lo dice l'articolo 21, lo dice la Costituzione e liberi vogliamo restare.